Salutations à tous. C'est un grand plaisir de vous présenter des invités qui marquent l'ADN culturel de notre municipalité. Aujourd'hui, j'ai Maude Desbiens, ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est un grand plaisir de vous présenter parce que vous êtes une dame qui, dans notre municipalité, s'est impliquée à tout point de vue, un peu partout dans toutes sortes d'activités. Alors, mais vous êtes arrivé ici en quelle année? L'année de la fusion, 1965. Êtes-vous arrivé dans l'île Jésus ou c'est arrivé dans Laval? Dans Laval. Laval. La fusion était faite. La fusion, elle s'est faite la journée même. Le 6 août 1965, on est arrivé possiblement au mois de juin, tu sais, à l'époque des déménagements, ouais, là, juin, juillet, là, où est-ce qu'on avait loué une maison à Laval. À Laval. Oui. Mais vous étiez là, qu'est-ce qui vous a fait décider de venir à Laval? On habitait, c'est parce que quand on s'est mariés, mon mari enseignait à Chambly, au séminaire de Chambly. À l'époque, il y avait peut-être des collèges classiques. Alors, mon mari, Léon, enseignait au séminaire de Chambly. Alors, quand on s'est mariés, on est parti pour Chambly. On a demeuré 5 ans ou 6 ans à Chambly. Et tout à coup, mon mari a reçu un appel de son alma mater, le séminaire de Sainte-Thérèse, qui est aujourd'hui Lionel Groulx. Mm-hmm. Alors, on l'a appelé pour lui dire, écoute, on a un poste de professeur de français et de littérature qui se libère. Viens-t'en, on t'attend. Alors, on a cherché évidemment un logement à Sainte-Thérèse qu'on n'a pas trouvé. Et par l'intermédiaire d'un beau-frère qui habitait Laval, qui nous a dit, écoute, il y a une maison à louer à la campagne. On s'est dit, oh, à la campagne. Et venez voir. Alors, mais c'est là qu'à ce niveau-là, vous avez commencé immédiatement à vous impliquer. Pas tout de suite. Est-ce que vous avez des enfants déjà? Oui, on avait déjà 2 fils. Donc, dès que l'aîné a commencé l'école, bien, ça a été à l'époque aussi des grands chambardements sur le plan pédagogique dans les écoles. Alors, mon mari et moi, on s'est impliqués dans les comités d'école, les comités de parents, parce que moi, je venais aussi du milieu de l'enseignement. Alors, on voulait voir ce qui se passait dans les écoles, puis qu'est-ce qu'on apprenait à nos enfants. Ah ben. Alors, c'est comme ça qu'on a notre premier engagement, là, si vous voulez, c'est par le biais des enfants, sur le plan scolaire et ensuite sur le plan du scoutisme. Nos fils se sont... on a impliqué, comme moi, je venais aussi... Fait du scoutisme, oui? Oui, bien, moi, j'avais fait du guidisme, mon mari avait fait du scoutisme. Alors, les garçons, on les a inscrits au scoutisme à votre Auteuil. implication sociale, ça a toujours été? Oui. Oui, je pense. Depuis qu'on est à Laval, là, depuis qu'on a des enfants, c'est les enfants qui nous poussent aussi. Hein. Moi, j'étais impliquée avant dans la JEC. Ah, la JEC. La JEC. La jeunesse étudiante catholique féminine. C'est une bonne catholique. vous avez été chez ça. Moi, j'ai étudié chez les religieuses, oui. Alors, ça a été d'abord la JEC avec au couvent, parce qu'à l'époque, les filles, on allait au couvent. Ah oui. Alors, je me suis impliquée dans la JEC parce que, semble-t-il, je ne m'en souviens pas, j'étais un peu tannante. Ah bon? Oui. Ah bon? Ça n'a pas changé. Et on a canalisé mes énergies vers la JEC. Il y a une bonne religieuse qui a dit, écoute, viens donc aux réunions du trio de la JEC, tu vas aimer ça, tu vas t'impliquer, tu vas aimer ça. Alors, effectivement, on a canalisé mes énergies vers la JEC et là, je me suis impliquée à fond jusqu'à l'équipe diocésaine. J'ai fait partie de l'équipe à l'époque, on appelait ça la JEC. C'était une grosse implication, c'était vrai. Alors, c'était à la JEC, mais ça, c'est à l'époque là, de mon adolescence puis de ma prime jeunesse. Là. Ouais. Ça a été la JEC. Donc, non, ça fait longtemps. On vous doit ici, à Laval, la télévision communautaire. Oh, mon Dieu! Ben oui. Puis je regarde le studio ici, je trouve ça magnifique comparativement à ce que nous, on a vécu. Les grosses caméras, la régie, c'est magnifique. Oui, c'est qu'en 1974, la télévision communautaire, elle a été incorporée, nous l'avons incorporée en 1976, mais on a fait une expérience pilote de 2 ans
précédemment, de 74 à 76, parce qu'on voulait voir si ça fonctionnait. Puis c'était à l'époque, écoutez, les années 70, là, c'est l'effervescence au Québec. Hein? On est dans le boom de la Révolution tranquille. Là, c'est très, très actif là, sur le plan social, sur le plan politique. Et avec un groupe d'organismes, la Société d'histoire de Jésus, le Mouvement Couple et Famille, la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, on a réuni une première table de production avec tous ces organismes-là pour décider d'une programmation éventuelle. Et on est allé voir le câblo-distributeur de l'époque, qui s'appelait Cablevision Nationale, qui a été racheté par la suite par Vidéotron. Et on est allé, ils étaient sur la rue Beaubien à Montréal, et on est allé négocier du temps d'antenne. Puis de toute façon, le CRTC obligeait les câblo-distributeurs à l'origine à donner du temps d'antenne aux communautés qu'ils desservaient. Alors, on est allé rencontrer le câblo-distributeur, on a eu du temps d'antenne et on se réunissait 2 fois par semaine. Une fois à la table de... 2 fois par semaine, tant que ça? Une fois pour la table de production, oui. Parce que la table de production, il fallait déterminer la programmation à venir, et une fois pour l'enregistrement, parce que là, on retournait avec les organismes ou les gens qu'on avait invités à participer à l'émission en question. Est-ce que vous vous rappelez de quelques personnes qui vous accompagnaient? Bien, il y avait le président de la Société d'histoire de Jésus, Pratt. Oui. Jean-Paul Pratt. Oui. Jean-Paul Pratt, qui était président de la Société d'histoire, mais il y a eu d'autres personnes de la Société. Vivant, M. Pratt, je crois. Non, Jean-Paul, je pense qu'il est décédé. Okay. Ensuite, il y avait le mouvement Couple et Famille, là, c'était M. et Mme Archambault, oui. dont je me souviens des noms. Il y avait... oh mon Dieu! Mais moi, Parents Secours, là, les noms, là, je vous avoue que... Moi, je pense, je vous disais que je crois avoir participé à la première émission, à un moment donné, avec Mme Linda Craig. Oui, ça c'est pas mal plus tard. C'est plus tard, hein? Oui, c'est beaucoup plus tard. Ça, c'était une autre catégorie, ça. C'était la même équipe encore? Non, c'est que la télévision communautaire, la façon dont elle fonctionnait à l'époque, elle n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. OK. Au début, c'était comme ici. On se réunissait au studio de Cablevision Nationale. Tout l'aspect technique était pris en charge par Cablevision Nationale. On ne s'occupait pas, nous, de l'aspect technique, du tout. Sauf qu'en 1976, après notre incorporation, là, on a décidé de prendre les choses en main, puis d'exiger du financement du câblo-distributeur et de la recherche de subventions. Alors, à partir de ça, on a créé notre propre studio. On a mis sur pied notre propre studio avec notre propre équipement, que c'est nous qui achetions l'équipement et c'est nous qui engagions le personnel. Et là, on s'est installé à Laval, sur la montée Saint-François. Oui, moi où là, on a vraiment, on avait un studio comme celui-ci, mais jamais dans la vieille école où il y avait de l'eau au printemps. Dans la vieille école, oui, c'est ça. Il y avait de l'eau au printemps. Cette dame-là, vous étiez trop sage à un moment donné, il a fallu que vous plongiez en politique. Oui, c'est arrivé tout à coup. C'est arrivé d'un coup, ça. Il y a une opportunité, quoi. Oh non. Mais c'est parce que moi, j'ai toujours été, depuis les années 60, après les événements d'octobre. Vous savez, les filles puis les garçons qui fréquentaient soit moi, je suis allée à l'école normale, qui fréquentaient les écoles normales ou les collèges classiques, on était toujours c'était des nationalistes. Hein? Le nationalisme de l'époque, c'était pas l'indépendantisme, c'était le nationalisme à la chanoine Lionel Groulx, si vous voulez. C'était ce type de nationaliste-là, mais c'est là où on a aussi appris à devenir, c'était quoi être nationaliste au Québec? Et c'est à partir de ça que mon mari et moi, quand on est arrivés à Laval, on s'est engagés au Parti québécois, après les événements d'octobre. Disons que les événements d'octobre ont été le déclencheur de notre engagement politique. On a été engagés socialement
J'ai mis sur pied le Centre des femmes de Laval aussi. Donc, ça, c'est un autre aspect de... Le Centre des femmes, on vous doit le Centre des Bien, femmes. pas à moi toute seule. Nous Non, étions mais, 3 collègues, 3 filles de la commission scolaire, des commissions scolaires de Laval, Oui. qui étions en contact avec des femmes. Donc, on a décidé, à partir de notre travail auprès des femmes, de mettre sur pied un Centre des femmes, alors en 81. Mais là, vous avez décidé d'aller plus loin, de vous présenter en politique. En politique. Oui, mais ça, cet engagement-là, il était depuis 70, là. Ah oui. Moi, mais à partir de 70, là, on a commencé à militer au Parti québécois et ça a été là, notre militantisme jusqu'à... Mais je me rappelle de votre investiture, à un moment donné, qui avait c'était difficile. Vous aviez des adversaires. J'avais un adversaire. Un adversaire. Oui, mais malheureusement, oui, puis c'est ça qui est tragique, vous savez, quand on se présente en politique, quand on a à subir une assemblée d'investiture, c'est qu'on fait face à un adversaire qui est aussi un ami. Oui. Oui. Ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Il est décédé. Non, Gilbert, non. Oui. Gilbert Lalonde, non? On m'a dit que non. Okay. Gilbert Lalonde? Oui, dernièrement. En tout cas. Oui. Vous avez, maintenant, il nous reste peu de temps, je vais aller. Après la politique, vous avez été une candidate quand même bien présente en politique. Bien, c'est ce qu'on m'a dit. C'est que j'avais été présente. Oui. J'avais répondu du mieux que je pouvais aux attentes des gens qui venaient demander des renseignements, qui venaient demander de l'aide, qui venaient demander du suivi pour des dossiers. Oui. Bien, c'est ça le rôle de... Et la présence au niveau... Le milieu culturel, on vous appréciait beaucoup. Vous étiez présente. Ben oui. J'ai beaucoup ben oui, mais ça, c'est aussi un milieu que j'aime beaucoup, donc c'était facile pour moi. Oui, là. Oui. Vous avez une belle collection d'œuvres d'art chez vous aussi. Ben, disons, c'est des artistes de Laval. Moi, je trouvais ça important d'encourager les artistes de Laval. Donc, dans mon bureau, j'avais des œuvres des artistes, des artisans de Laval. Il nous reste peu de temps. Vous habitez une maison assez spéciale. Ben, spéciale. C'est une maison qui est dite patrimoniale. Qui fait partie de l'inventaire patrimonial de la ville de Laval. C'est une belle ancienne maison. Bien, elle a 200 ans. Donc, 200 ans? Oui. 1825, 1820, autour de à peu près, là. Elle a été habitée par quelqu'un que vous avez connu. Aimé Major. Par un chanteur, oui, mais aujourd'hui, Aimé Major, là, pour les gens qui nous écoutent, je ne sais pas si ça a une consonance quelconque, là. Oui. J'ai fait un photoroman dans cette maison-là. C'était ça. C'est une magnifique maison et qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'entretien, beaucoup d'amour. Maude Desbiens, on aura sûrement le temps de continuer parce que vous avez un parcours tellement éloquent, tellement intéressant. On aura la chance de parvenir, de vous inviter de nouveau. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre, de m'avoir accueilli. Voici une petite capsule divertissante. Et vous savez qu'ici, à Laval, la culture était à l'avant-garde. Nous avons eu pendant plus de 25 ans une organisation qui s'appelait Plein Feu Arts Visuels. Au fait, qui avait débuté en 1978 sous le règne de M. Paiement. Alors, on avait cette activité et puis on produisait, on avait un symposium, une exposition majeure où il y avait environ 1200 artistes qui montraient leurs œuvres. C'était intéressant. Alors, on a arrêté en 2008-2009 parce qu'il nous manquait de bénévoles. Nos bénévoles commençaient à vieillir, c'était plus difficile. Alors, c'était dû, j'avais beaucoup d'aide pour cette activité de M. Charles Carriopel, qui a été longtemps lui aussi président, et puis de l'Association des sculpteurs de Laval. Vous savez que, aussi, Laval, je vais vous faire un petit peu d'historique sur Laval. Vous savez qu'à Laval, en 1621, il y avait seulement 27 familles. En 1765, il y avait 2379 personnes. En 1765, il n'y avait pas de chevaux ici, sur le Jésus. Il n'y avait pas de chevaux. Alors, lorsqu'on creusait, qu'on voulait bâtir des maisons, il fallait creuser ça
à l'appel. Alors, c'était beaucoup de travail. En 1901, il y avait dans toutes les Jésus 10 000 habitants seulement, en 1901. Et Saint-Vincent-Paul en comptait 2100 à ce temps-là. Alors, vous voyez comment l'évolution, il y a eu beaucoup d'évolution. En 1965, lors de la fondation de la ville de Laval, il y avait 187 000 habitants et maintenant, nous sommes rendus à 460 000 habitants. Alors, les Jésus, la ville de Laval, c'est une ville qui est en constante évolution. Salutations! Mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Aujourd'hui, un artiste exceptionnel, un sculpteur de grand talent. Sa formation dans son travail dans le domaine de l'architecture l'a sûrement aidé à avoir un passe-temps aussi intéressant que la sculpture. Oui. Jean Lebeau, André Lebeau, mes salutations. Bonjour Jean-Pierre. André Lebeau, comment on arrive à aimer à faire de la sculpture? Bien, au départ, c'est sûr qu'on aime les arts, on aime tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique. Et puis, j'ai commencé tranquillement à travailler au travers le vitrail, faire des... Vous avez fait du vitrail également? Du vitrail, j'ai enseigné le vitrail. Et puis, ça m'a amené tranquillement vers l'ébénisterie. Je voulais me faire un paravent. Et puis, c'est là que j'ai commencé à regarder du côté de l'ébénisterie. Ça, c'est ce qui m'a amené aussi à la sculpture, parce que je voulais sculpter mes meubles. Alors, c'est le même que je me suis retrouvé à faire de la sculpture. Moi, je vous connais depuis 20 ans, que vous avez toujours été très minutieux de faire des choses que personne n'avait la patience de faire. Vous aviez cette patience-là. Ah oui. Je ne dirais pas que c'est de la patience. Je pense que c'est plus de la passion. Si tu as la passion de faire les choses, la patience n'est pas là. C'est vraiment la passion de faire les choses. Le fait de travailler en groupe, comme avec l'Association des sculpteurs de Laval, est-ce que ça stimule les gens quand même? Ah, définitivement, oui. C'est sûr que c'est encourageant pour les gens, ça te stimule toi, puis ça stimule les autres aussi. Parce que quand tu enseignes, tu apprends aussi en même temps. Ah oui, oui. L'association existe depuis combien de temps? L'association existe depuis maintenant à peu près 35 ans. 35 ans? Oui, quand même. Et puis... Vous avez été président assez longtemps? J'ai été membre du conseil pendant 10 à 15 ans, dont président pendant 5 ans. Hey, là. J'ai connu plusieurs présidents. Ben, moi, avec Jacques Réopet, qu'on a travaillé, qu'on avait plein feu hors visuel. Vous vous rappelez sûrement que vous étiez le groupe qui soutenait plein feu hors visuel. Oui, c'était pas mal extraordinaire parce qu'on avait 1200 personnes qui venaient, 1200 artistes qui sculptaient. Oui. C'était formidable. Ça s'est mis à la place des aînés. Oui, puis l'association faisait des choses extraordinaires. Par exemple, vous ne faisiez pas uniquement de la sculpture sur bois, vous faisiez d'autres sortes de sculptures. L'hiver, on faisait aussi des sculptures sur neige, sur glace. Donc, on a fait à plusieurs reprises, pendant plusieurs années. Il y a aussi même eu un festival d'été où on faisait de la sculpture avec de la paille. Ben oui, avec la paille à Sainte-Dorothée. Ouais. Oui. J'ai des belles photos de ça. C'est quand même formidable. Vous étiez pas mal vous faisiez beaucoup de créativité. Oui. Ah, c'est formidable. Jacques, André Lebeau, dans la sculpture, il y a plusieurs sortes de sculptures, plusieurs techniques. Vous allez nous expliquer ça un peu. OK. Il y a la sculpture traditionnelle, en fait. Bon, ça, il n'avait aucun ici comme oui, par exemple, le buste qu'il y a là et la main. On va le regarder là. Le buste et la main, c'est un style... une sculpture traditionnelle. C'est-à-dire que, ça, c'est ce qu'on appelle traditionnel. Comme, moi, c'est ce que j'appelle traditionnel, parce que c'est la sculpture qu'on rencontre le plus régulièrement. Tu sais, dessiner ton buste et le sculpter. Alors ça, c'est ce qu'on fait à l'association. C'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, mes étudiants. Et puis, c'est quelque chose de très intéressant. Chacun fait son modèle, fait ses créations. Il y a ça. Et l'autre sculpture à laquelle... Mais on dit que c'est facile parce que vous avez votre image, j'avais juste enlevé ce qu'il y a de trop. Ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas nécessairement. Pas nécessairement. Là, celui-là, c'est le traditionnel. On va le placer ici. OK. Ensuite, vous avez quelle sorte de... Après ça, je me suis dirigé un peu plus vers un type de sculpture qui n'est pas très connu. En français, on appelle ça la sculpture en coche. Chip carving en anglais. Et puis, c'est pas très répandu, mais je trouve ça très agréable.
Ça, c'est quoi la sculpture en coche? C'est une sculpture qui n'est faite qu'avec un seul outil, un seul outil comme ça, un couteau. Alors, ce petit couteau-là, avec seulement ce couteau-là? Avec seulement ce couteau-là, et tu fais ton dessin sur ta pièce, et puis après ça, avec ton couteau, tu viens sculpter tes morceaux dedans pour créer ta pièce de cette façon-là. Mais il faut être patient. Il faut être patient, mais comme je vous ai dit tantôt, il faut être passionné surtout pour ces choses-là. Mais ça prend combien de temps de faire un coffre semblable? Un coffre de ce genre de coffre-là, on peut, du début à la fin, là, quand on parle avec la finition et tout, là, on tourne autour de 125 à 140 heures de travail. À ce point-là, hein? OK. Ça n'a pas de prix quand même, c'est magnifique. Maintenant, on ne peut pas, cette variété de sculptures-là, vous ne faites pas faire ça avec n'importe quelle sorte de bois. Il y a des bois qui sont... En principe, on pourrait sculpter n'importe quel bois, mais il y a des bois qui seraient beaucoup plus difficiles à sculpter. Dans ce type de sculpture-là, par exemple, dans des bois comme dans du chêne ou de l'érable, ça serait très, très, très difficile à faire. Ces sculptures-là sont faites dans du tilleul, qui est le bois peut-être le plus approprié pour faire ce genre de sculpture-là. Puis, bon, maintenant, vous avez quel genre de sculpture aussi que vous pouvez nous montrer? Bien, c'est pas mal le type de... Ça, c'est la même chose. C'est toujours le même type de sculpture, de chip carving, sculpture en coche. Et le modèle est dessiné sur l'œuf et sculpté morceau par morceau. On met peut-être environ 70-75 heures pour faire une pièce comme celle-là. Dans la revente, vous faites vos expositions. Est-ce que la vente est intéressante pour vous autres? Est-ce que vous réussissez à vendre vos produits? C'est quelque chose que les gens connaissent plus ou moins, mais il y a des gens qui apprécient vraiment et qui sont prêts à mettre quand même le prix pour ces pièces-là. Parce que c'est quand même difficile à mettre un prix là-dessus quand on met 150 heures sur 5. À un moment donné, tu te dis, bon, tu ne peux pas non plus vendre ça à 125$, tu sais. Ah oui. Maintenant, vous avez d'autres sortes de sculptures. Vous avez le rond de bosse. Le rond de bosse, le rond de bosse, c'est ça. Ça, c'est des ronds de bosse, ça. Ça, c'est un rond de bosse. Comparativement à dans la sculpture traditionnelle, on a ce qu'on appelle les bas et les hauts reliefs, qui sont des plaques sur les murs. Et puis, le rond de bosse, c'est des pièces qui sont en 3 dimensions, comme celle-là. Ça, c'est le rond de bosse, ça. Tout comme ça deviendrait aussi un rond de bosse. Tandis que si on regarde la surface comme ça, ce serait plus un autre genre de sculpture. On parle de bas et de haut relief. OK. Maintenant, vous avez les sculptures à Saint-Jean-Port-Joli. Vous calculez ça que c'est de la peinture traditionnelle? Saint-Jean-Port-Joli, j'ai été là pendant quelques étés. J'ai été sculpté avec un grand sculpteur là-bas. J'ai fait des sessions de formation d'une semaine pendant plusieurs années avec son nom ne me revient pas. Est-ce qu'ils ont des techniques tellement différentes des nôtres? Parce qu'ils utilisent un peu plus les outils, je pense. Non, c'est pas une technique différente. Au niveau de la sculpture traditionnelle, c'est la même chose, c'est les mêmes outils, mais ils font des super de belles choses. Puis, comme Guy Pierre qui fait des choses majeures. Guy Pierre, c'est un sculpteur exceptionnel aussi. Lui, il fait des pièces monumentales. Mais il travaille très souvent dans du noyer cendré. Et c'est des pièces excessivement imposantes. Oui, c'est imposant, mais c'est difficile à placer quand même. Les endroits pour travailler ces pierres-là sont assez difficiles. Oui, c'est difficile à travailler. Est-ce que vous avez un rapport entre cette sculpture-là et ceux qui font la sculpture sur pierre, par exemple? Est-ce que vous avez un certain intérêt? C'est deux domaines assez différents. Complètement différents. Je connais quelques sculpteurs sur pierre, mais c'est deux domaines différents. C'est pas... eux autres, ils ont leur atelier, ils ont leur façon de faire, qui est complètement différente de la sculpture sur bois. Les bas-reliefs, c'est intéressant. C'est intéressant, mais on en voit de moins en moins. Ça dépend où on regarde, je pense bien. Non, on n'en voit pas nécessairement moins. Ça dépend. J'ai toujours déploré qu'à l'Hôtel de Ville de Laval, qu'on n'ait pas mis un relief ou un bas-relief ou un haut-relief. À un moment donné, pour ça, on a les artistes absolument extraordinaires ici qui peuvent faire des choses. Oui, c'est vraiment. Est-ce que vous êtes encore impliqué beaucoup dans l'Association des sculpteurs de Laval? Moi, j'enseigne toujours là. J'ai été président pendant 5 ans. Là, maintenant, je suis simplement enseignant là-bas, moniteur. Et puis,
mais je reste toujours là, je m'implique quand même dans l'association. D'accord. Les outils, là, vous m'avez montré ce petit outil-là, mais ça prend beaucoup d'outils quand même, les Oui, sculpteurs. ça prend quand même quelques outils. Oui, c'est sûr que pour faire de la sculpture, ça demande quand même un bon outillage. C'est sûr que c'est plus cher pour s'équiper de ciseaux de sculpture et puis d'outils vraiment pour la sculpture que de faire de la peinture, par exemple, mais c'est nécessaire. J'ai remarqué que plusieurs commençaient à utiliser des outils électriques, tu sais, qu'ils utilisaient. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ces... Je pense que dans l'ère moderne, on a des outils qui sont là, qu'on peut se servir. C'est sûr que Michel-Ange, s'il avait eu ces outils-là, il s'en serait servi. C'est vrai que, il ne les avait pas, mais ça fait partie de l'évolution aussi des arts. Oui. Ah oui, formidable. Écoute, quels sont vos projets? Actuellement, j'ai plusieurs petits projets comme ça en route, là, mais pas vraiment de gros projets pour le moment. Là. Je suis retraité, fait que je me contente de m'amuser avec ça pour le moment. André Lebeau, est-ce que vous participez aux expositions? J'en ai fait beaucoup, mais avec la pandémie qu'on a eue, là, ça s'est calmé pas mal de ce côté-là. Fait que je regarde ça pour les années, les prochains mois, voir si ça sera possible d'en faire. André Lebeau, j'admire le travail que vous faites. Puis je pense que vous devez nous donner une bonne leçon quand même d'instruire les téléspectateurs. Je suis très fier de ce que vous nous montrez actuellement. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Lapierre. Okay.